Le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Aurélie Mbida, Bruno Faure. Bonjour à tous, bienvenue ici dans le studio 1 de RFI où nous allons recevoir un invité d'envergure en compagnie de ma camarade de Jeune Afrique, Aurélie Mbida. Bonjour Aurélie. Bonjour Bruno. Ensemble, nous recevons le PDG de l'une des entreprises les plus emblématiques sur le continent africain, une compagnie aérienne panafricaine connue de toutes et de tous. Il s'agit de Royal Air Maroc. Bonjour Abdelhamid Adou. Bonjour Monsieur Faure, bonjour Madame Mbida. Merci infiniment d'avoir accepté d'être notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, le groupe Jeune Afrique qui organise chaque année l'Africa CEO Forum. C'est le plus grand rendez-vous du secteur privé sur le continent. De très nombreux décideurs économiques dont vous faites partie, chefs d'État et de gouvernement, ministres, investisseurs et donc chefs d'entreprise comme la vôtre, rassemblés cette année les 16 et 17 mai à Kigali au Rwanda pour parler de la transformation de l'Afrique, comment gagner sa place à la table des puissances de demain. Voilà un sujet intéressant, n'est-ce pas ? Tout à fait. Abdelhamid Adou, de nombreux thèmes à explorer autour de votre groupe Royal Air Maroc, sa stratégie dans ce secteur aérien extrêmement concurrentiel, ses projets pour l'avenir. Et puis nous allons aussi parler du développement de votre pays, le Maroc, au cœur de l'économie africaine. D'abord, et comme le veut la tradition, un condensé de votre parcours professionnel avec Aurélie Mbida. Alors, Abdelhamid Adou a un profil atypique pour l'une des plus grandes entreprises africaines. Vous êtes devenu, en effet, à 44 ans, le plus jeune PDG de l'histoire de la compagnie Royal Air Maroc. Vous succédez en effet à Driss Benima, puis qui a présidé aux destinées de la compagnie durant une décennie, et avant lui à Mohamed Berrada ou encore Mohamed Hassad, tous hauts commis de l'État formés dans de grandes écoles françaises. Vous, le Quadra, êtes issu du secteur privé, sorti diplômé ingénieur de l'école Mohamedia à Rabat. Pourquoi ce choix d'une formation 100% marocaine à l'opposé de vos prédécesseurs? Qu'est-ce que ça vous a apporté de différent, selon vous? D'abord, pourquoi le choix? Le choix a été drivé par deux décisions majeures. La première, ma volonté de faire une grande école d'ingénieur. Et donc, j'ai passé les concours des grandes écoles, aussi bien françaises que marocaines. Et une fois avoir pu intégrer l'école Mohamedia, j'ai estimé qu'elle était du même calibre que les autres écoles françaises pour lesquelles j'avais pu réussir aux différents tests. Donc, le premier driver, c'était d'intégrer une grande école, et l'école Mohamedia en est une. L'autre driver était ma volonté de travailler dans mon pays. Donc, j'avais besoin d'une formation suffisamment solide pour pouvoir démarrer très tôt ma carrière au Maroc, chez moi, à Rabat notamment, ou à Casablanca. Et c'est ce qui s'est passé en 97 avec mon premier job au Maroc. Alors en effet, ce parcours académique est peut-être aussi ce qui explique votre façon de diriger la rame. Vous avez en effet goûté très tôt à l'opposition, avec un bras de fer syndical au début de votre mandat. On sait la force de la corporation des pilotes, notamment. Vous avez surmonté la crise sociale après avoir dénoncé la surenchère des revendications, et vous avez usé de vos talents de négociateur, d'excellent commercial, comme disent ceux qui vous connaissent, pour éviter une radicalisation du mouvement. Ça a été un moment compliqué à gérer. Quelle a été la recette pour une bonne négociation avec les syndicats? Je pense que le point le plus important, c'est de toujours dire ce qu'on pense et de ne pas donner de faux espoirs ou essayer d'inventer un scénario qui n'existera pas. Donc j'ai toujours... Quitte à braquer peut-être dans un premier temps et... Oui, c'est possible. Je préfère être franc et direct et donner les enjeux et partager. Et vous savez, quelle que soit la corporation, encore plus, la corporation des pilotes, ce sont des gens extrêmement responsables qui aiment leur pays, qui aiment leur compagnie aérienne, pour lesquels il y a eu des désaccords avec une minorité, mais pour lesquels, dans leur écrasante majorité, l'intérêt de Royal Air Maroc et du pays était la chose la plus importante à leurs yeux. Et donc, pour moi, c'était encore plus simple qu'on le pense, puisque nous avons des interactions extrêmement responsables avec des gens qui ont des valeurs. Donc, toujours dire la vérité, dire ce qu'on va faire et le faire. Vous diriez que le fait d'appartenir à une compagnie
publiques, comme la Royal Air Maroc, cet attachement non seulement à l'entreprise, mais aussi au pays, ça peut jouer dans une négociation? Oui, énormément. Et ça touche tous les employés, tous nos collègues, tous mes collègues à Royal Air Maroc. Vous n'avez pas idée à quel point, il y a un terme en anglais qui est très fort, qui est ownership. Vous n'avez pas idée à quel point ce sentiment d'appartenance à Royal Air Maroc est ancré chez chaque collègue, femmes et hommes de Royal Air Maroc, qu'ils soient au sol ou personnel navigant. D'abord à Royal Air Maroc et au pays, en premier lieu, et ensuite à toutes les autres visions et stratégies qu'on peut adopter. Donc oui, pour répondre à votre question, ça aide. La suite de votre parcours avec Aurélie. Oui, donc c'est aussi à vous, Abdelhamid Hadou, à qui l'on doit les très bonnes performances de la RAM post-Covid, un retour aux bénéfices dès 2023, après 2 années de pertes successives. Il y a eu près de 4 milliards et 3 milliards de dirhams de pertes. Mais pour tous ceux qui voyagent aussi régulièrement en Afrique, prendre un billet sur la Royal Air Maroc, c'est aussi souvent synonyme de vol de nuit, escale à 2 heures du matin, 5 heures d'attente à l'aéroport de Casablanca, un charme particulier, mais ce n'est certainement pas qu'une question de maîtrise de coûts lors des transits ou de parking sur les tarmacs de Douala, de Lomé ou de Kinshasa. Il y a aussi d'autres raisons. Vous allez nous en dire davantage d'ailleurs sur la stratégie et sur les raisons de la réussite de votre entreprise au cours de l'émission. Abdelhamid Hadou, derrière votre ascension, il y a un homme de 2 ans, votre aîné, Monsef Belkhayat, ancien ministre et dirigeant de Dislog, société de logistique et de distribution. C'est lui qui vous repère en 2002 chez Procter & Gamble et vous accompagne d'ailleurs pendant plusieurs années jusqu'en 2008 où vous prenez les rênes de l'Office marocain, national marocain du tourisme. Aujourd'hui, c'est le secteur du transport aérien qui vous colle à la peau, comme on dit. Votre approche du marketing, du faire parler de soi, de sa cause, ne se dément pas. Vous êtes omniprésent dans l'industrie, au Conseil des gouverneurs de l'IATA, l'Association du transport aérien international. Vous siégez à l'Association des compagnies aériennes arabes, à celle des compagnies aériennes africaines, au bord de l'Alliance One World, qui comprend d'ailleurs British Airways, American Airlines, Qatar Airways, Qantas, Japan Airlines. Bon, bref, on n'a sans doute pas fini d'associer votre nom à l'aérien. C'était prévu dès le départ de travailler dans le secteur aérien. Ça faisait partie des rêves de gosse d'un enfant qui joue avec un avion. Vous avez travaillé d'abord dans d'autres secteurs, plutôt dans des produits de grande consommation. Je vais vous raconter quelque chose de très personnel. Et à la limite, ça ne me dérange pas de le faire. Quand j'étais lycéen, je voulais être pilote comme beaucoup de petits garçons. Moi, je voulais être journaliste. Et mes parents ne voyaient pas d'un très bon œil le fait d'être pilote pour diverses raisons, notamment expérience familiale avec des personnes proches de mes parents. Et donc j'ai abandonné ce rêve d'enfant. Le jour, lorsque Sa Majesté le Roi m'a nommé à la tête de Royal Air Maroc, quand mon père m'a appelé au téléphone, la première chose qu'il m'a dit, et la seule d'ailleurs qu'il m'a dit, tu es vraiment un entêté, tu as été jusqu'au bout pour travailler à Royal Air Maroc. Donc c'était le message. Non, je ne me voyais pas travailler à Royal Air Maroc à part en étant pilote. Et aujourd'hui, je suis extrêmement fier de contribuer au développement de cette entreprise magnifique. L'entêté Abdelhamid Hadou, je dis ça gentiment. Le président directeur général de Royal Air Maroc et le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Entretien à trouver en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI et à lire sur le site de Jeune Afrique, jeuneafrique.com. Cette émission à partager et à commenter sur tous les réseaux sociaux de RFI et de Jeune Afrique. Et pour démarrer notre échange avec Abdelhamid Hadou, une question d'Aurélie Mbida de Jeune Afrique. Abdelhamid Hadou, le secteur du transport aérien a été l'un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire du Covid-19, avec des milliards de dollars de profits envolés en 2020, pour les compagnies notamment. Quelle stratégie, vous, Royal Air Maroc, avez-vous mis en place pour finalement renouer avec la rentabilité ? Alors, je pense c'est d'abord un triptyque. Il y a 3 conditions en amont avant de mettre en place une stratégie comme celle que nous sommes en train de déployer aujourd'hui. Le premier aspect le plus important est l'orientation stratégique et la vision. Et cette vision a été tracée par Sa Majesté le Roi à travers ses hautes orientations qui consistaient à dire
il est important que nous dotions notre pays d'un outil efficace, un outil de souveraineté, à même de répondre aux attentes de nos concitoyens, aux attentes de nos Marocains résidant un peu partout dans le monde, aux attentes des touristes et aux différentes stratégies sectorielles. Donc la voie a été tracée, se doter d'un outil global, international, de classe mondiale. Le deuxième aspect du triptyque, c'est le marché. Quel marché allons-nous adresser ? Et vous parliez de marketeurs, effectivement, tout vient du marché. C'est le marché qui décide de ce qui peut être capté et de comment nous pouvons le capter. Et le troisième aspect, c'est, OK, il y a une vision stratégique, il y a un marché, mais sommes-nous prêts à faire le grand saut ? Et pour cela, il fallait lancer, entamer une transformation radicale de l'entreprise. Une transformation qui ne consiste pas uniquement à digitaliser l'entreprise avec des process extrêmement modernes, efficaces. C'est aussi accompagner la culture d'entreprise de Royal Air Maroc. C'est comment, avec cet ADN solide, je l'ai dit un peu plus tôt, où chaque collègue de Royal Air Maroc porte Royal Air Maroc en lui, c'est comment faire, je dirais, émerger ces valeurs et ces principes d'une entité comme Royal Air Maroc et d'en faire une vraie culture. C'est aussi changer notre manière de travailler. Nous travaillions par le passé en silo. Chaque pôle, chaque direction travaillait seule. Aujourd'hui, nous travaillons en équipe multifonctionnelle, ce qui nous permet d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus dynamique. Donc, cette transformation a été effectivement entamée à un moment donné où nous avions pu le faire. Et ce moment, c'était le Covid. Pendant le Covid, tous les avions étaient cloués au sol. Il fallait automatiquement profiter de cette opportunité pour tout transformer. Donc là, on est dans la transformation à long terme. Entre-temps, et comme pour d'autres compagnies aériennes, il a fallu passer par un plan social en 2020. 750 salariés concernés, dont 150 pilotes. Est-ce que vous diriez que vous avez retrouvé aujourd'hui le volume d'activité et que vous êtes plutôt dans une phase d'expansion en termes de volume de personnel ? Tout à fait. Non seulement, effectivement, nous avons malheureusement dû nous séparer de 850 personnes, mais aussi céder 10 avions, qui étaient des avions en fin de vie, et donc nous n'avions pas les moyens de les remplacer. 2 ans plus tard, avec une flotte de 50 avions au lieu des 60 que nous avions par le passé, nous avons pu, en termes de productivité, faire encore plus d'heures de vol et plus de sièges que par le passé. Grâce à cette transformation de nos process, nous sommes plus efficaces qu'avant le Covid. Nos ressources humaines, aujourd'hui, sont dotées d'outils qui leur permettent de travailler de manière beaucoup plus apaisée, beaucoup plus efficace là aussi. Et donc, vous recrutez ? Et nous avons démarré le recrutement dès 2022. D'ailleurs, une partie des pilotes, je pense un bon tiers, si ce n'est la moitié, on va dire la moitié des pilotes qui avaient dû quitter à l'époque, sont revenus dans Royal Air Maroc. Certains avaient été travailler ailleurs et ils avaient envie de revenir chez eux. Et donc, pour nous, nous sommes très honorés de les avoir repris, puisqu'ils font partie de notre ADN. Vous n'avez pas eu de problème de recrutement lié à la pénurie de main-d'œuvre ? On sait que le secteur aérien a été concerné comme d'autres. Tout à fait, c'est compliqué. Maintenant, quand vous portez un projet stratégique comme le plan de développement, dont on parlera sûrement un peu plus tard, ça attire les talents, et notamment les talents les plus jeunes. Et donc, aujourd'hui, nous avons une force d'attraction et d'attractivité qui est très forte. Certains pavillons nationaux ne sont pas vraiment sortis de la zone de turbulence, contrairement à votre compagnie. On regarde par exemple South African Airlines ou bien Kenya Airways. D'autres tardent à voir le jour, comme Congo Airways. Et puis, il y a aussi une recrudescence des partenariats avec les leaders mondiaux, comme Rwandair, qui cherche à se rapprocher de Qatar Airways. Quelle est la bonne recette parmi tout ça, selon vous ? Quelles sont les actions qui permettent de redécoller, finalement, concrètement ? Soyons clairs, une entreprise a des actionnaires. Quand les actionnaires ont une orientation stratégique et une vision stratégique qui est en phase avec justement ce développement, c'est beaucoup plus simple. Et il est vrai que pendant le Covid, au plus haut niveau de l'État, nous avons eu tout le soutien nécessaire pour pouvoir rebondir le plus vite possible. Et c'est la chose la plus importante. Ensuite, vous avez vos collègues, vos équipes. Ces équipes doivent se mobiliser. Je pense qu'il n'y a pas un salarié dans Royal Air Maroc qui, après avoir vécu le traumatisme de 2020, du Covid, qui ne s'est pas senti investi d'une mission qui consiste à refaire décoller encore plus vite Royal Air Maroc. Donc cette motivation des équipes est déterminante. Vous avez l'actionnaire qui vous accompagne, les équipes
qui travaillent et les process que vous améliorez. Est-ce qu'il y a une recette? Non. Il y a une alchimie qui se crée à un moment donné et qui nous permet d'avancer. Je ne peux pas me permettre de donner un conseil à qui que ce soit. Je pense que réellement, il faut faire à un moment donné un break et faire une introspection pour voir qu'est-ce qui ne marche pas et avoir l'humilité de se dire ça ne marche pas et de tout reprendre si c'est nécessaire. Alors, on va maintenant regarder vers l'avenir après cette période Covid. Je voudrais vous faire réagir à l'analyse de Didier Bréchemier, qui est associé au cabinet Roland Berger, spécialiste du transport aérien. Est-ce que le trafic va continuer d'augmenter en Afrique ? Qu'est-ce que ça va impliquer pour les compagnies? Est-ce qu'elles vont se regrouper? La réponse de Didier Bréchemier. Alors en effet, les évolutions du transport aérien en Afrique sont liées, comme dans tous les continents, à l'évolution économique des pays ainsi qu'à l'évolution de la démographie. Et donc, dans les prévisions que l'on a à 2030, à 2050, on a évidemment un besoin de transport aérien à l'intérieur de l'Afrique et de l'Afrique vers le reste du monde. Pour cela, quelles sont les conditions de réussite, les facteurs clés de succès? Eh bien, premièrement, c'est que les économies continuent de se développer, comme on a pu le voir dans les pays d'Asie du Sud-Est, entre eux, ce qui signifie de nouvelles industries ou le renforcement d'industries pour avoir des échanges entre les différents États et donc des besoins de transport aérien. D'un point de vue opérationnel, que faut-il faire? Eh bien, il y a aujourd'hui d'avoir des coopérations entre les acteurs du transport aérien, et puis des conditions d'exploitation qui soient comparables à celles du reste du monde, à savoir des coûts d'accès aux aéroports qui soient raisonnables, avec des aéroports dont la qualité de service permettent une exploitation des compagnies aériennes efficace, que les compagnies aériennes puissent avoir accès à des financements acceptables, que ce soit pour l'achat des avions, que ce soit pour opérer la maintenance ou que ce soit pour avoir une capacité de distribuer des billets. Et donc, en résumé, coopération entre les différents acteurs, développement économique, soutien également des États dans une politique de coordination, de coopération, d'alliance, d'entraide pour permettre au transport aérien de soutenir le développement, la mobilité, la connexion des États en Afrique. Voilà, si je résume les propos de Didier Bréchemier, une croissance globale du trafic encore à prévoir, la question des coûts d'exploitation, celle des financements, la nécessité aussi de coopérer avec les autres acteurs et d'être aidé par l'État. Abdelhamid Adou, est-ce que vous êtes d'accord avec tout cela? Est-ce que les compagnies ont besoin de la puissance publique pour se développer? Je pense que la puissance publique est vitale dans notre continent, sur notre continent, à plusieurs niveaux, et pas nécessairement au niveau matériel. D'abord, en termes d'accords aériens. Il est vrai qu'il n'est pas toujours aisé d'obtenir les accords aériens entre deux pays pour pouvoir faire différents flux et notamment augmenter les flux. Par exemple, là, vous avez des exemples récents? Différents pays. Je pense qu'aujourd'hui, certains pays anglophones sont un peu plus compliqués. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons, qu'il y ait une orientation globale, qui est de dire quelles sont les autres possibilités de transport sur le continent. On ne peut pas aller d'un pays à un autre avec le réseau routier et autoroutier qui est quasiment inexistant. Il n'y a pas de réseau ferroviaire. Les bateaux sont beaucoup plus compliqués, ça rallonge le déplacement. Donc, à part l'aérien, c'est compliqué de connecter deux villes, deux grandes capitales sur le continent, notamment en Afrique subsaharienne. Et ça permet aussi de passer au-dessus de zones où la sécurité peut être une difficulté, par exemple. Oui, mais tout cela est gérable. On peut contourner un certain nombre de zones sans aucun problème. Donc, si nous souhaitons désenclaver certaines régions, il faut faciliter les autorisations. Il faut baisser effectivement les coûts. Ça nous coûte plus cher aujourd'hui d'atterrir sur certains aéroports, grands aéroports en Afrique subsaharienne qu'en Europe. Et ce n'est pas comme ça qu'on pourra générer du volume. Le volume ne peut se faire qu'avec des coûts qui sont acceptables. Et enfin, un marché. Et notre continent regorge de ressources, notamment une classe sociale qui aujourd'hui n'aspire qu'à voyager et qui souhaite voyager au sein de son continent. Donc, si vous avez un marché et que vous avez un bon produit, nous sommes très heureux de présenter, de proposer ce bon produit,
et que vous avez les connexions qu'il faut grâce aux accords aériens, grâce aux coûts qui sont les plus abordables. Donc, grâce aux législateurs. Grâce aux législateurs, bien évidemment, tout le trafic ne se portera que bien et ne sera qu'en forte croissance. Vous avez signé un nouveau contrat programme 2023-2037 avec le gouvernement du Maroc. Il comprend justement une augmentation de la participation de l'État au capital de la RAM. Voilà, on a un peu expliqué le rôle de l'État lors du post-Covid. Mais là, aujourd'hui, qu'attendez-vous de l'État ? Quelle place peut-il vous permettre d'atteindre sur le continent, peut-être plus se développer au niveau continental ? Alors, comme je le disais un peu plus tôt, l'Afrique fait partie de notre ADN. Nous avons très tôt démarré les connexions sur le continent dès 1958, donc un an après la création de Royal Air Maroc. Nous ne sommes pas réveillés un matin en se disant ça serait bien de faire des connexions sur l'Afrique. Nous y croyons de manière sérieuse et profonde. Au début des années 2000, il y a eu une véritable accélération, là aussi suite à une vision royale. Sa Majesté a décidé de se tourner davantage vers les économies du Sud et de faire le développement Sud-Sud par les acteurs Sud-Sud. Et c'est ainsi que Royal Air Maroc a développé son hub de manière très forte. Alors, vous avez posé une question tout à l'heure, les horaires ne sont pas toujours confortables. La raison est simple, un hub connecte des avions qui viennent d'un endroit et qui les emmène vers un autre endroit. La majorité, 90% de nos voyageurs subsahariens font partie de la diaspora africaine en Europe. Et donc, soit on les fait voyager de nuit d'Europe vers Casablanca pour ensuite les faire voyager de jour de Casablanca vers leur destination finale, ou l'inverse. Nous avons opté pour l'inverse, c'est de les faire voyager de jour d'Europe. Donc, il y a une vraie stratégie africaine. Et effectivement, le gouvernement nous accompagne là-dedans parce que justement, nous avons cette vocation de proposer à notre pays un outil efficace, un outil de souveraineté qui accompagne les différentes stratégies sectorielles. Une des stratégies, au-delà du développement économique sud-sud, c'est aussi le tourisme. Le Maroc est la première destination touristique du continent. On va en parler tout à l'heure. Largement. Une question sur les nouvelles destinations. On imagine que d'année en année, vous réfléchissez à votre programme de vol, à votre programme de destination. Est-ce qu'il y a des destinations vers lesquelles la RAM ne volera plus ou volera moins et au contraire de nouvelles destinations? Comment est-ce qu'on s'adapte? Le marché. Encore une fois, c'est le marché qui décide. Certaines routes ont été lancées, se sont avérées compliquées à rentabiliser. Donc ces routes-là mettront soit plus de temps pour fonctionner, soit elles seront abandonnées. Donc là, vous parlez des pays anglophones ou est-ce que, par exemple, le Sahel, avec les derniers événements politiques, ça a compliqué? Non, sur le Sahel, nous volons. Nous avons 2 vols par jour sur Bamako, sur Abidjan aussi, sur Conakry. Nous avons continué toutes nos connexions. Nous allons réouvrir Abuja. Il se trouve que vous profitez sans doute peut-être aussi du fait qu'Air France ne dessert plus certaines destinations dans cette région-là. Oui, c'est possible. Mais aujourd'hui, il y a un marché. Et ce marché, il faut l'adresser. Et le meilleur acteur aujourd'hui pour l'adresser, c'est Royal Air Maroc. Donc voilà, il faut le faire. Nous allons ouvrir en juin à Abuja. Donc c'est une première. Pays anglophone. Nous étions sur Lagos avec 2 vols par jour, nous rajoutons Abuja. Nous allons ouvrir N'Djamena l'année prochaine, nous allons ouvrir cette année Naples, Manchester et ainsi de suite. Donc chaque année, nous avons un programme d'ouverture de vol sur l'Europe. Sur 10 ans, nous serons à peu près à 75 nouvelles ouvertures sur l'Europe. Sur le continent, une quinzaine, tout simplement parce que tout le reste, nous l'avons déjà ouvert depuis le début des années 2000. Donc il faudra compléter l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud à terme. Sur le continent américain, là aussi une quinzaine au nord et une quinzaine au sud. Même chose en Asie. Donc, un développement global de nouvelles routes pour connecter les différentes diasporas, notamment la diaspora africaine, vers les bases où elle réside un peu partout dans le monde. Et qui dit nouvelle destination dit nouveaux avions, n'est-ce pas, Aurélie? Nouveaux avions, nouvelle flotte, effectivement, dans votre flotte. Alors, il y a essentiellement des Boeing. Vous avez quelques ATR. Vous avez 4 Embraer, si je ne me trompe pas. En majorité, donc, le fameux Boeing 737-800. Il vous reste quelques MAX également, qui a été malheureusement connu pour le crash d'Ethiopian Airlines il y a 5 ans. Vous avez un cargo.
C'est une stratégie pour vous de faire confiance majoritairement à un avionneur. Voilà, qu'est-ce que offre Boeing que Airbus n'offre pas? Alors d'abord, vous savez, quand vous êtes une compagnie de taille moyenne, avec une cinquantaine d'avions, il vaut mieux être avec un acteur et un seul acteur pour avoir l'effet de taille nécessaire en termes de maintenance, en termes de qualification des pilotes. Se diversifier avec plusieurs acteurs et une flotte qui est de taille moyenne, c'est multiplié par deux tous les coups, ce n'est pas efficace. Deuxièmement, nous sommes très satisfaits des avions que nous avons aujourd'hui. Vous me parlez d'Embraer, nous sommes très satisfaits des Embraer, nous sommes très satisfaits des 737-800, y compris les MAX, et nous sommes très satisfaits des Dreamliner que vous n'avez pas cités. Maintenant, nous passons d'une dimension à une autre dimension, de 50 avions à 200 avions. Nous avons lancé un nouvel appel d'offres le 15 avril, qui est un appel d'offres ouvert, international, qui est ouvert à Airbus, qui a d'excellents avions, qui est ouvert à Boeing, qui a d'excellents avions, qui est ouvert à tous les acteurs. Que le meilleur gagne. Et aujourd'hui, ces acteurs vont devoir se mobiliser. Ils parlent à un des leaders du continent. Nous sommes deuxième compagnie africaine après Ethiopian, avec une courbe de croissance qui est très intéressante, avec une histoire qui est une histoire de stabilité. Et pour un constructeur, c'est important de savoir avec qui il travaille. Nous avons une ambition qui est là, qui a été publique, qui a été communiquée. Donc, voilà, que le meilleur gagne, et ça se jouera sur différents critères, et pas seulement tarifaires. Il y a un certain nombre de critères techniques, de calendrier, d'intégration industrielle, et ainsi de suite. D'autant que vous n'êtes pas les seuls à acheter des avions. Il y a des compagnies aériennes dans le monde qui se développent et à grande vitesse. Des compagnies indiennes, par exemple. On a vu Indigo qui achète des dizaines d'avions. Des centaines d'avions. Des centaines. Ce sont de très bons modèles. Ils achètent un type d'avion en général. Voilà, nous allons essayer de nous faufiler entre toutes ces commandes pour pouvoir tirer profit. Alors, nous n'avons pas attendu l'appel d'offres pour déjà recevoir les premiers avions, puisque comme vous pouvez l'imaginer, le process d'appel d'offres prendra plusieurs mois et on ne peut pas rester les bras croisés avec toute cette ambition d'ouvrir de nouvelles routes. Donc, nous allons recevoir 12 avions. Des Boeing ? Oui, puisqu'on ne pouvait acheter que ce que nous connaissions. Là, avec l'appel d'offres, c'est encore une fois, ça sera ouvert à tous les constructeurs. Donc, nous allons recevoir 2 Dreamliner entre octobre et janvier. Le premier sera en octobre et le deuxième en septembre et le deuxième en décembre, si mes souvenirs sont bons. Et 10 MAX qui vont arriver, là aussi, entre octobre de cette année et mars-avril de l'année prochaine, et qui nous permettront d'ouvrir toutes les routes que nous sommes censés ouvrir dans le cadre du contrat programme que vous avez cité un peu plus tôt. D'accord. Vous avez pour ambition de profiter de votre situation géographique entre l'Afrique subsaharienne et puis l'Europe pour devenir un hub, desservir le continent via Casablanca. Mais alors, vous avez un voisin, Air Algérie, qui veut faire la même chose et qui ne cache pas en tout cas ses ambitions, qui s'y est pris un peu plus tard là-dessus. Qu'est-ce qui vous distingue aujourd'hui ? Écoutez, encore une fois, notre ADN est africain depuis le premier jour. Je pense que, vous savez, nous avons une cinquantaine de nationalités dans nos avions qui sont des collègues à Royal Air Maroc et qui travaillent pour, je dirais, développer et préserver cette marque qui est Royal Air Maroc. Nous avons une expertise sur le continent qui s'est construite depuis plusieurs décennies. Oui, je lis ici et là, tel concurrent dépasse Royal Air Maroc ou ne dépasse pas. On est dans une petite, je dirais, approche qui me semble un peu puérile. Vous savez, à la limite, je peux être honoré que Royal Air Maroc soit pris en modèle et en exemple pour aller de l'avant. Tant mieux. Nous regardons de l'avant. Vous savez, nous jouons dans une autre ligue. Nous regardons de l'avant. Nous développons à grande vitesse. Nous avons des orientations qui sont très claires et portées au plus haut niveau de l'État pour garder le cap. Et c'est ce que nous faisons. Vous avez cité tout à l'heure l'Alliance OneWorld. Nous faisons partie des 14 airlines dans l'Alliance OneWorld à discuter des mêmes problématiques avec British Airways ou Japan Airlines, ces gens prestigieux. Vous pensez qu'ils sont venus nous chercher parce qu'ils nous trouvaient exotiques ? Non, ils sont venus nous chercher parce que nous avons une qualité de produit, une expérience client, un ADN solide. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les comparaisons entre les uns et les autres. Nous traçons notre cap et nous allons y aller et nous allons y arriver parce que nous avons cette détermination. Comme d'autres compagnies aériennes d'importance, vous êtes concurrencé par le low cost. Quelle est votre stratégie
Il y a des concurrences comme Ryanair, comme Air Arabia, sachant que l'Office national marocain du tourisme subventionne lui-même des lignes low cost. Oui, écoutez, nous avons un seul actionnaire commun, qui est l'État. L'État a dressé une stratégie qui est de dire nous devons développer les arrivées touristiques dans notre pays. Et l'État a décidé de l'ouverture du ciel, le fameux accord d'Open Sky en 2006. C'était la meilleure décision qui a été prise à cette époque pour booster le tourisme dans notre pays. Donc, il est clair que personne ne renie cela, et encore moins moi-même. J'étais quelques années plus tard à la tête de l'Office du tourisme. Aujourd'hui, nous sommes complémentaires en termes de segments. Et c'est le cas dans beaucoup de destinations matures. Que vous preniez, je parle de destinations touristiques, la France ou l'Espagne, qui sont d'un point de vue touristique un modèle pour nous, puisque en termes de flux touristiques, c'est 5-6 fois plus grand que notre pays, que le Maroc. Il y a une possibilité de complémentarité entre les low cost et les flagships, que ce soit Royal Air Maroc ou Air France ou British Airways et ainsi de suite. Après, il faut évidemment garder une certaine cohérence et ne pas trop déstabiliser le marché. Et donc, il y a des désaccords, évidemment, et c'est tant mieux. Ça veut dire que le débat est sain et ça nous permet de nous améliorer. Il faut que, là aussi, tout en essayant de doper notre tourisme, on le dope de la bonne manière pour attirer les touristes qu'il faut, tout en aussi permettant à Royal Air Maroc et surtout à notre pays de se doter de cet outil de souveraineté. L'équilibre est fragile, n'est pas facile, c'est du quotidien en termes de discussion, mais pour moi, encore une fois, c'est un débat qui ne peut être que salutaire. Alors, il y a la complémentarité, et puis il y a ce que disait Didier Bréchemier tout à l'heure, la possibilité de coopérer entre certaines compagnies aériennes face à l'offensive de quelques géants. On pense à Emirates, à Qatar Airways, à Turkish Airlines. Écoutez ce que disait à ce propos le patron d'Ethiopian Airlines, Mesfin Taziou. C'était lors de la réunion annuelle l'an dernier des compagnies aériennes africaines. This is what we need to change. We African airlines can do much better if we cooperate, if we partner. We understand we have constraints in terms of financing, in terms of airline management capability. We lack vision, but if we work together, we can complement each other and we can be better airlines, better service providers in the continent. Travailler ensemble, Abdelhamid Hadou, la solution peut être, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, travailler avec une autre compagnie aérienne ? Écoutez, nous avons des accords stratégiques avec un certain nombre de compagnies du continent, notamment Air Sénégal et Kenyan Airways, qui nous permettent d'être dans des partenariats de partage de code, de partage d'expérience. Nous sommes là pour nous entraider et ça fonctionne plutôt bien. Mesfin parle d'un niveau supérieur. Bon, Mesfin, Éthiopiennes ont fait leur transformation il y a quasiment une décennie. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils ont raison de chercher de nouveaux relais de croissance. Nous sommes en train de lancer notre plan de développement. Je pense qu'il faut que nous assaillions nos fondamentaux en toute solidité, avec toute la détermination qu'il faut, pour ensuite pouvoir effectivement s'ouvrir à des partenariats encore plus forts et plus stratégiques. Mais voilà, décollons un peu plus au niveau de Royal Air Maroc. Dans l'histoire récente du continent, il y en a eu un de partenariats plutôt solides. Il y a eu Air Afrique, une compagnie qui a réuni 11 pays du continent, mais qui a finalement fait faillite en 2002. Selon vous, un tel modèle, peut-être d'une telle ampleur, est-il invariablement voué à l'échec? Si c'est un modèle qui est porté uniquement par les gouvernements, ça peut effectivement être compliqué, puisque les gouvernements ont des stratégies qui peuvent changer, qui peuvent évoluer. Si au contraire il est porté par des entités, par des structures, qu'elles soient d'ordre public ou privé, c'est l'intérêt économique qui prime et qui peut effectivement faire fonctionner un tel rassemblement. Donc, à mon sens, il faut peut-être démarrer par l'approche économique, l'approche business, créer ce groupement d'intérêts économiques. Donc les compagnies entre elles. Oui, ça pourrait faire sens, effectivement, plutôt que les gouvernements qui, là aussi,
les choses peuvent évoluer très très vite. Le PDG de Royal Air Maroc, Abdelhamid Hadou, est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Maroc et Afrique intimement liés. Nous allons parler abondamment ensemble du développement du tourisme sur le continent. Nous allons parler des enjeux de décarbonation dans le secteur aérien et donc de la place de l'économie marocaine sur le continent. Abdelhamid Hadou, votre pays, le Maroc, marqué dans sa chair dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023 avec le séisme dans la région de Marrakech, l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire du pays, près de 3000 morts, des milliers de blessés, des centaines de milliers de sans-abri. C'était juste avant les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, justement à Marrakech, émotion nationale. Écoutons un extrait du discours du roi Mohamed VI, c'était quelques semaines plus tard. شاءت إرادة الله تعالى أن يضرب الزلزال المفجع بلادنا مخلفا آلاف الشهداء والعديد من الجرحى شفاهم الله. وقد كان المصاب عظيما والألم شديدا ومسنا جميعا ملكا وشعبا من طنجة إلى القويرة ومن شرق البلاد إلى غربها. قال تعالى: قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا صدق الله العظيم. وإننا ندعو عز وجل أن يثبت أرضه رحمة بعباده الضعفاء والمساكين فهو أرحم الراحمين. وإذا كان الزلزال يخلف الدمار فإن إرادتنا هي البناء وإعادة الأعمار. Agir pour reconstruire le Maroc. Abdelhamid Hadou, le secteur privé marocain a été mobilisé dans les semaines qui ont suivi le séisme. Comment est-ce que vous avez vécu cette période en tant que chef d'entreprise et en tant que citoyen marocain? D'abord, j'ai été très ému par toute la mobilisation. C'était un élan phénoménal. Dans notre culture et dans notre éducation, nous n'étions pas réellement surpris par cet élan. Mais son ampleur a été incroyable. Et donc, tout le monde s'est mobilisé. Dans notre entreprise, les employés se sont mobilisés individuellement pour collecter des dons, pour se déplacer sur le site, pour aider à la reconstruction d'écoles. Il y a une mobilisation générale. Ensuite, la réponse de l'État a été avec une rapidité qui était époustouflante, et je peux vous assurer, pour l'avoir vécu à titre personnel, avec une organisation extrêmement bien menée sur le terrain. Il faut savoir que ce sont des zones extrêmement dangereuses et difficiles d'accès, montagneuses, où les secours ont mis du temps parce que tout simplement il n'y avait plus de route, il n'y avait plus aucun moyen pour arriver à part en hélicoptère. Mais cette réponse était là et nous avons pu très vite reprendre, je dirais, la vie une vie normale par la suite, y compris dans ces zones-là qui sont des zones, encore une fois, difficiles d'accès. Et enfin, il y a une vision. Encore une fois, cette orientation stratégique consiste à dire nous devons rebâtir en mieux, rebâtir de manière plus pérenne et pas seulement rebâtir des maisons ou des écoles ou des mosquées ou des hôpitaux. Rebâtir aussi une économie dans les montagnes, permettre à tout un chacun de vivre dignement. Et c'est tout un projet qui est le projet du House, toute la région, qui est porté au plus haut niveau de l'État par Sa Majesté le Roi et qui aujourd'hui nous mobilise tous. Donc, différents niveaux de réponse, très court terme, mais aussi sur le moyen et long terme, qui nous permettra de ressortir encore plus fort après cette tragédie. Bon, en tout cas, il est encore un peu tôt pour voir et examiner dans quelle mesure la reconstruction est effective et que l'économie a repris, mais ça a quand même, somme toute, montrer la résilience de Marrakech et du Maroc de manière générale. Tout à fait. En tant que destination touristique, je pense que l'equity de la marque Maroc, le positionnement de la marque Maroc et de la marque Marrakech sont tellement forts que les premiers retours des touristes étaient des retours de sympathie, de solidarité. Et puis ensuite, c'était des retours normaux de touristes dans notre pays quelques semaines plus tard. Donc réellement, une fois que cette catastrophe a été, je dirais, gérée d'un point de vue accès, les choses ont repris un cours normal assez vite. En tant que compagnie aérienne, vous suivez
naturellement avec grande attention l'évolution du tourisme. En 2023, le Maroc, c'est 14,5 millions d'entrées, un tiers de plus que l'année précédente. Comment est-ce que ça se traduit dans votre industrie? Qu'est-ce que ça change de semaine en semaine? Comment est-ce que vous gérez ça? Écoutez, nous avons des programmes de vol. Évidemment, quand vous avez un secteur aussi dynamique que le tourisme, ce programme de vol doit s'adapter en partie aux besoins du tourisme. Et cette stratégie touristique nous aide à mieux remplir nos avions. Et donc, automatiquement, ça crée un cercle vertueux de développement et d'investissement. Ce qui nous différencie de beaucoup de pays de la région, c'est que nous avons une vraie industrie touristique. Et donc, nous avons plusieurs segments de clients que nous transportons. Royal Air Maroc n'est pas uniquement le transporteur des Marocains du monde, ou des Africains du monde, des travailleurs africains dans le monde. Il est aussi le transporteur des touristes. Et ça, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs par cela que Royal Air Maroc a démarré. Nous sommes le premier catalyseur de transporteurs de touristes dans l'histoire du Maroc, y compris aujourd'hui. On parle de l'aérien, mais il y a aussi dans le tourisme l'hôtellerie, il y a les infrastructures touristiques à proprement parler. Tout cela est-il, selon vous, au même niveau de développement dans le pays ? Ou vous pensez qu'il reste encore à faire, notamment dans les infrastructures pour l'accueil des touristes et pour le développement futur? Je pense que certaines destinations ont atteint un certain niveau de maturité en termes de capacité, en termes d'infrastructure, et d'autres ne le sont pas. Il y a aussi une volonté de l'État de dire est-ce qu'on veut adopter un modèle où nous bétonnons nos côtes ou pas? Et je pense qu'avec beaucoup de recul et de sagesse, la décision a été prise d'être beaucoup plus traditionnelle dans l'approche touristique au lieu d'aller vers des choses beaucoup plus industrielles. Ce qui fait que cette destination est restée quand même assez qualitative. C'est une différence avec la Tunisie, peut-être, par exemple? Avec certains pays, effectivement, du bassin méditerranéen, ce qui fait la différence. Vous savez, j'ai souvent parler de mon pays quand j'étais dans le tourisme en disant que nous sommes un patchwork de destinations. L'expérience que nous vivons à Marrakech ou sur la côte méditerranéenne marocaine ou dans le Sahara ou dans des mégalopoles, une métropole comme Casablanca, ces expériences sont complètement différentes à tous les niveaux, je dirais culinaires. Il est différent, linguistique est différent, le climat, la géographie, et ainsi de suite. Donc oui, il faut s'adapter aux différentes régions, et il faut permettre l'émergence de nouvelles destinations, tout en préservant leur identité, leur cachet. Des destinations matures comme Marrakech, il faut peut-être investir plus dans l'animation pour rallonger la durée moyenne de séjour, aller plus dans des congrès. Vous savez, vous prenez une destination comme Marrakech, vous allez en week-end, un jeudi, dimanche, vous aurez du mal à trouver des chambres d'hôtel puisque les capacités sont pleines, surtout pendant les périodes de vacances comme c'est le cas maintenant. Mais le reste de la semaine, il y a des capacités. Donc il faut trouver le moyen de remplir ces capacités. C'est là où le tourisme d'affaires peut rentrer en jeu. Donc avons-nous une croissance des infrastructures qui est uniforme? Elle se fera différemment selon les différentes zones. On prend Dakhla. C'est en cours. C'est en cours, oui, mais ça ne sera pas la destination balnéaire où nous allons investir des centaines de milliers de lits. Il faut garder un cachet authentique. Il faut garder un côté qui est préservé, qui est unique, pour ne pas perdre cette magie. Une parenthèse à Abdelhamid Hadou. Dans votre clientèle touristique, il y a beaucoup de Français et de Françaises. On parle la même langue. Beaucoup de déplacements de personnes de la diaspora, dans les deux sens d'ailleurs. Une question au sujet des relations entre le Maroc et la France qui se réchauffe après la crise des visas. On imagine que pour vous, c'est un soulagement, c'est quelque chose que vous attendiez? Vous savez, être dans des relations apaisées entre différents pays, c'est évidemment pour un patron d'entreprise la meilleure manière pour nous de faire du business. Donc, particulièrement avec ce pays-là, avec la France. Aujourd'hui, avec la France, les choses effectivement se passent très très bien. Quand il y a eu la crise des visas, écoutez, nous avons eu des flux énormes de Marocains qui allaient passer leurs vacances en Turquie. Est-ce que Royal Air Maroc a perdu? Non, bien sûr que non. Nous avons mis plus de vols sur la Turquie, c'est tout. Maintenant, voilà, je préfère avoir et la Turquie comme destination et la France plutôt qu'une seule destination.
l'exportation. Donc, sur cet aspect-là, les choses se passent plutôt bien. Oui, il y a encore des difficultés entre certains pays et c'est dommage. Nous sommes des patrons d'entreprise. Nous souhaitons pouvoir travailler sereinement et avoir toutes les conditions économiques pour le faire dans les meilleures conditions pour créer de la valeur. Pour créer de la valeur. Alors, évidemment, là, nous ne pouvons plus aller chez notre voisin de l'Est, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Je trouve ça quand même déplorable qu'en 2024, nous soyons encore en train de vivre des décisions qui datent du siècle dernier. La dernière fois qu'un ciel aérien a été fermé, quelle que soit la raison, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous devons nous projeter dans l'avenir et créer de la valeur pour qui? Pour les populations de ces pays-là qui ont besoin de se développer, nos pays. Que ça soit avec l'Algérie ou d'autres. Alors, il y a beaucoup de défis économiques pour votre pays, comme pour d'autres, d'ailleurs dans le monde depuis la crise du Covid et la guerre en Ukraine. On pense aux cours mondiaux des matières premières, on pense aux chocs externes, aux chocs géopolitiques dont on a parlé en partie. On parle aussi des épisodes de sécheresse à répétition avec comme conséquence une forte inflation, près de 8% pour le Maroc en 2023. Ça a forcément aussi des conséquences sur votre clientèle. Comment vous voyez ça? Alors, oui, il y a eu une inflation globale, une inflation des matières premières qui a fait qu'automatiquement une partie s'est répercutée dans les prix. Nous essayons de monitorer le marché de manière très précise, de manière à ne pas décrocher par rapport à nos concurrents, mais tout en offrant le meilleur produit possible à nos voyageurs et à nos clients. Donc c'est une équation compliquée. Évidemment, on aurait préféré qu'il n'y ait pas cette inflation et qu'on puisse avoir encore plus de volume et qu'on puisse servir encore mieux nos clients, mais voilà, vous savez que chez nous, par exemple, le carburant représente un poste extrêmement important, c'est 25% de nos charges. Alors quand ce carburant quasiment double de prix entre 2019 et maintenant, vous avez l'équation est compliquée à gérer. Bruno évoquait tout à l'heure effectivement la sécheresse, qui est une des conséquences prouvées directes des changements climatiques, notamment de l'activité humaine derrière. Vous êtes une compagnie aérienne, vous voyez venir avec une question d'empreinte carbone liée à votre activité. Est-ce qu'on ne se sent pas quelque part une responsabilité de changer, de mieux faire quand on est aujourd'hui une compagnie aérienne et qu'il y a tout ce qui se passe aujourd'hui autour du climat? Voler plus, certes, mais polluer moins. Oui, je pense que d'abord en tant que citoyens du monde, nous sommes tous responsables de cette situation. Et pas seulement quand on achète un billet d'avion, qui est peut-être l'un des aspects qui pollue le moins. Mais lorsque nous sommes sur du fast fashion qui représente, je ne sais plus, 7-8% des émissions, nous sommes loin des 2% que l'aérien a. Donc je pense que c'est une responsabilité collective et qu'il va falloir peut-être revoir nos habitudes de consommation dans leur globalité. Maintenant, pour l'aérien en particulier, effectivement, vous avez cité que j'étais membre du board de IATA. Et dans IATA, dans ce conseil d'administration d'IATA, nous avons acté l'initiative Net Zero Emission 2050. L'objectif, c'est qu'en 2050, nous soyons neutres en émissions de carbone. Aujourd'hui, pour être neutre en émissions de carbone, et en tout cas pour les 20 prochaines années ou 30 prochaines années, il n'y a pas 15 000 chemins. Il y en a 3 ou 4. Le premier, vous l'avez cité, c'est peut-être d'arrêter de voyager et de voler mieux. Certains plaident pour ça, ou en tout cas de voyager pas, seulement quelques fois dans son existence. L'humanité a besoin de bouger. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de bouger. Pourquoi, à votre avis, après le Covid, il y a eu cette frénésie de déplacement? Parce que les gens se sont sentis opprimés, enfermés chez eux. Ils avaient besoin de sortir, de respirer, de voyager. Et ça continue. Ce n'est pas un épiphénomène qui a duré 3 mois. Mais on n'a pas forcément besoin d'aller voyager à l'autre bout du monde. On peut aussi prendre le train et aller à 200 ou à 500 km. Peut-être, mais le développement faisant, nous ne pouvons pas brimer les gens et les empêcher de voyager. Ce n'est pas possible. Donc pour moi, ce n'est pas réaliste de se dire on va empêcher les gens ou même diminuer leur déplacement. La rupture technologique. Nous sommes, on parlait tout à l'heure des avions, nous sommes dans la même technologie depuis 60 ans, 70 ans. Des moteurs à réaction qui se sont améliorés avec le temps. On est un peu plus efficace, on consomme 20-30% de carburant en moins. Mais ce sont des moteurs à réaction classiques, des jets, et qui nécessitent du carburant.
Donc là, pas de rupture. On parle des moteurs à hydrogène, des moteurs électriques. Aujourd'hui, les avions à propulsion électrique ne peuvent pas dépasser 2 ou 3 passagers à bord. Et les moteurs à propulsion à hydrogène, je pense qu'il va falloir au moins une vingtaine d'années avant que ça ne marche. Il y a les biojet fuel, enfin le carburant un peu vert. Justement, c'est la troisième solution, qui est le biocarburant, ce qu'on appelle le Sustainable Aviation Fuel, qui est issu soit des huiles usagées, végétales, et ainsi de suite, des déchets usagés qui sont retraités pour faire du SAF, du Sustainable Aviation Fuel, et qui nous permet de mettre jusqu'à 50% de biofuel en mélange avec le jet fuel dans les avions. Et effectivement, vous divisez par 2 les émissions carbone à ce moment-là. Il y a aussi le jet fuel qui est fait de manière un peu plus industrielle, mais pour le moment, ce n'est pas encore complètement lancé, avec de l'hydrogène vert, avec un certain nombre de technologies qui sont en train d'être testées. C'est la seule solution aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autre. Sauf que il n'y en a pas. Pour l'instant, on est vraiment dans un micro-marché. On ne parle même pas des coûts. On a quelques expérimentations. Mais... Exact. Ça coûte 4 fois plus cher que le jet fuel, mais à la limite, il n'y en a pas. Aujourd'hui, au Royal Air Maroc, à chaque fois qu'on décolle d'un aéroport français, on se fait taxer à 1 ou 2% parce que nous n'avons pas mis 2% de SAF dans nos réservoirs. Mais on n'arrive pas à en acheter. Donc c'est bien beau de nous taxer. Je trouve même ça un peu inique. C'est une barrière commerciale qu'on nous met. On nous demande, on nous impose de mettre du jet fuel, du SAF, mais on ne nous en vend pas. 100% de la production a été achetée par 1 ou 2 players. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se fait taxer, tout simplement. À mon avis, il faut prendre le sujet différemment. Il y a des acteurs aujourd'hui dans l'énergie qu'il faut peut-être sensibiliser, stimuler, encourager. Puisque nous, les compagnies aériennes, finalement, qu'est-ce qu'on a ? On prend un avion qui a été fabriqué par un des grands constructeurs, on achète du carburant qui est fabriqué par un producteur et on le fait voler. Donc stimuler la recherche sur les nouveaux carburants. Voilà, la décision n'est pas à notre niveau. Nous sommes incapables de le faire. Alors, pour autant, nous avons cette année lancé le premier vol intra-Afrique entre 2 villes africaines qui est carbone neutre. Le premier, on a mis 40% de SAF. À destination de Dakar. Casablanca-Dakar. C'est la première fois dans l'histoire du continent africain qu'il y a un vol entre 2 villes africaines. C'était une première expérience que nous avons fait avec notre partenaire Africa, qui est notre distributeur de carburant sur Casablanca, et qui nous a aidé à amener du SAF. Et c'était une très belle initiative. Ça nous a permis effectivement de montrer que c'était faisable. Bon, ça, on l'a fait pour un vol. On aurait aimé le faire de manière en continu, mais nous n'avons pas cette capacité pour le moment. Certains disent aussi, pour éviter que les gens prennent trop souvent l'avion, il faudrait que le prix des billets soit plus cher. Les prix des billets ne sont pas assez chers, donc effectivement, on peut voyager 5 fois, 6 fois, 8 fois dans l'année. Est-ce que vous êtes réceptif à ce genre d'argument ? Non, je n'y suis pas pour une raison très simple. Je pense qu'il faut arrêter d'empêcher les gens de faire des choses. Il faut laisser les gens libres et leur donner des alternatives. Ce n'est pas en empêchant les touristes de voyager qu'on va baisser l'empreinte carbone. C'est en venant avec des alternatives en termes de biocarburant, en termes de technologie. C'est la seule et unique manière. On ne peut pas enfermer les gens et les empêcher de voyager. Ce n'est pas possible. Donc finalement, le message, c'est plus à destination des États, puisque s'il n'y a pas de carburant bio disponible, c'est qu'il y a un manque de volonté politique, ou en tout cas d'accord politique, pour éviter que seulement 2 compagnies cannibalisent cette nouvelle technologie. Je pense qu'il faut mettre un peu plus de focus sur la fabrication et la production de SAF, que si des moyens doivent être mis en place, c'est à ce niveau-là, et ce n'est pas en taxant les compagnies aériennes qu'on va y arriver. C'est contre-productif. C'est d'abord en développant ce SAF et en le commercialisant. Alors après, il va coûter beaucoup plus cher que le jet fuel. À nous de trouver l'équation pour en faire une situation économiquement viable. Abdelhamid Hadou, nous arrivons presque au terme de cette émission. Que faisiez-vous, où étiez-vous le 10 décembre 2022 ? Bon, vous vous souvenez de cette date ? J'étais devant mon écran de télé. Eh bien, certainement. Souvenir. وصلت إلى الجهة اليسرى عرضية داخل منطقة الجزاء مغرب العز بين الأمم مغرب العز يا الله يا الله يا الله.
La Coupe du Monde au Qatar et le but de la qualification pour les Lions de l'Atlas en demi-finale. C'était face au Portugal, l'image d'un Maroc qui gagne devant le monde entier. Comment vous avez ressenti ça ? Écoutez, beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. Et d'ailleurs, elle est encore là, 2 ans plus tard. Je pense que, vous savez, le coach Regragui a parlé de Nia. Nia, chez nous, c'est croire en quelque chose, croire en un objectif. Et quand il a rassemblé ces jeunes, ces 24 joueurs, en leur donnant un objectif et en leur demandant de croire en cet objectif, il a pu les mobiliser. Nous fonctionnons comme ça dans notre société. Nous devons avoir une IA à tous les niveaux, et d'abord en notre pays, et en se développant notre pays. Et si nous pouvons arriver en demi-finale de la Coupe du Monde, ça veut dire qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et il faut qu'on croie en nous. Et ces énergies, vous allez les trouver pas seulement au Maroc, mais sur tout le continent. Vous n'avez pas idée du potentiel que nous avons sur notre continent. Il faut croire en nous, croire en nos capacités, nous donner tous les moyens pour y arriver, et ça ne sera qu'une équation gagnante. Donc c'est un message que vous envoyez aux Sénégalais, aux Guinéens, aux Ivoiriens, aux Maliens, aux Congolais ? À tout le monde. À tout le monde. Encore une fois, ce n'est que à travers l'interaction, le développement sud-sud, le développement à tous les niveaux, culturel, économique, que nous pouvons aller de l'avant. Et il faut qu'on s'entraide. Et je vais clôturer sur ça, en tout cas par rapport à cette question. Prenons l'initiative atlantique qui a été lancée par Sa Majesté le Roi. Cette initiative, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, nous allons offrir une façade atlantique à 4 pays qui n'ont pas accès à la mer. Cet accès-là, il permet à ces pays de se désenclaver, de créer des industries qui vont leur permettre d'exporter. Nous sommes dans le fonctionnement main dans la main sud-sud. Donc jouer plus collectif, sud-sud. Si on file la métaphore tout à fait. Footballistique. Le problème, c'est qu'il ne faut pas tomber en demi-finale contre la France. J'attendais ça. Aurélie. Il y a un gros défi pour vous. Il y en a même plusieurs. Il y a la Cannes 2025 qui sera organisée au Maroc. Puis en 2030, la Coupe du Monde qui sera co-organisée avec le Portugal, l'Espagne. Puis il y aura même une petite escale en Amérique du Sud. Tout ça représente un dispositif assez conséquent, massif, on va dire. Est-ce que pour la RAM, c'est quelque chose que vous anticipez dès à présent ? Ah oui. Quand nous avons signé le contrat programme en juillet 2023, nous avons pris en considération, en tout cas moi j'avais la conviction à titre personnel, je n'avais pas d'indication particulière, mais j'avais la conviction que la Coupe du Monde serait organisée entre le Maroc, le Portugal et l'Espagne. Et donc dans nos plans de développement et nos plans de montée en charge jusqu'à 2030, nous avons pris en considération cela. On parle d'atteindre une flotte de 130 avions en 2030. Là aussi, tout à l'heure, je parlais de jouer dans une ligue. Nous jouons dans une ligue aujourd'hui. On parle de football, mais dans l'absolu, où nous allons mettre les moyens, l'infrastructure, les process, la gestion en termes de ressources humaines pour faire de cet événement un événement majeur. Mais tout ce qui précédera va nous permettre, en tout cas je l'espère, à tout le continent de monter en charge. Et c'est le Maroc et je dirais le porte-drapeau sur cet événement de tout le continent. Et c'est ça l'objectif, c'est tirer tout le monde vers le haut. Tirer tout le monde vers le haut. Merci infiniment Abdelhamid Hadou d'être passé ici dans nos studios. Merci à vous, merci pour cet accueil, Madame Bida, merci Monsieur Faure. Président, directeur général de Royal Air Maroc et grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Merci Aurélie. Merci Bruno. Rendez-vous donc à l'Africa CEO Forum les 16 et 17 mai à Kigali, au Rwanda, autre terre de tourisme en Afrique. Cet entretien à retrouver sur tous nos réseaux sociaux de RFI et de Jeune Afrique.